pourquoi les morts noirs laissent le monde indifférent. Ça, Mhm. c'est une culture, c'est cultivé, tout est mis en place pour présenter les Noirs comme des animaux qui n'ont pas d'âme, et c'est sur cette base-là d'ailleurs qu'on les a mis en esclavage. Ils n'ont pas d'âme, donc ce ne sont pas des humains, donc on n'a pas à s'apitoyer sur leur sort. Et donc, ce manque d'empathie qui a été véritablement pensé organisé, structuré pendant des siècles, voire maintenant plus de deux millénaires, par les Blancs envers les Noirs, avait justement pour fonction de les isoler des autres peuples, parce que justement, ce que l'Europe, l'Occident projetait de faire de leur continent était criminel, et il fallait empêcher que ces populations ne comprennent et que le monde ne s'affole ni ne vienne défendre des animaux finalement. Et donc, le noir, l'Africain, il y a le Mali qui essaye là de faire, Voilà. regardez comment elle est assassinée Mhm. tous les jours par des Absolument. manœuvres, par des tentatives de De tentative. déstabilisation. Regardez, donc même quand les pays noirs veulent sortir de la prédation et de l'organisation du monde qui les défavorise, ils ont du mal à le faire, parce que toutes les élites africaines noires ont été tuées, ont été neutralisées, ont été corrompues, ont été achetées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour. Vous êtes à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet non moins important, très important, je dirais même, qui est un sujet en rapport avec l'identité culturelle, les usages que nous, en tant que Noirs, nous faisons de notre corps. Sous ce prisme, nous aurons une invitée, Madame Juliette Esmeralda. Madame Esmeralda est sociologue, docteur en sociologie. Elle est enseignante, elle est consultante et elle est aussi conférencière. Je pourrais même dire qu'elle écume le monde à faire des conférences partout. Elle aura le temps de revenir là-dessus. Bonjour Juliette. Bonjour, Monsieur Goma. Bonjour à vos invités, enfin à vos téléspectateurs, à ceux qui ont l'habitude de vous suivre, à vos amis, et j'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis parmi nous, que nous pourrons voilà, discuter, échanger sur eh bien, ce qui fait de moi d'abord une chercheure, hein, au-delà de ma carrière universitaire qui est maintenant derrière moi, de mes activités d'enseignante assidue. Donc, je suis encore enseignante pour des formations que j'ai moi-même mises en place, parce que celles qui sont dispensées sont absolument aliénantes, et elles éloignent notre peuple de soi, de soi-même, de ses racines, de la compréhension du monde qui lui est nécessaire pour se ressaisir. Et on s'étonne qu'il se maintienne la domination, dans son aliénation, mais en fait, tout ce qui existe, tout ce dans quoi on l'inscrit, a pour vocation, ou en tout cas prédestination, de l'enfermer
dans un rôle de subalterne, de personne sans racines et on lui enlève, on lui prend d'ailleurs toute sa culture, on la redéfinit, on la recolorie, on la et on lui dit que, beh, qu'on est qu'ils sont ceux-là qui le font lui disent que, ils sont le maître du monde, donc on a compris que c'est une vaste imposture et qu'il faut, démystifier tout ça par la recherche et par le souci qu'on a de, remettre, ben, l'histoire à l'endroit et de remettre le peuple noir, dans sa position de peuple premier qui a Très bien. tout apporté à l'humanité. Voilà. C'est très, très, très bien. Ça annonce la couleur. Mais vous avez mentionné l'importance de la recherche. Oui, Je pense que les absolument. travaux que vous êtes en train de faire, et puis d'autres collègues aussi, sont plus que jamais nécessaires. Et je pense aussi qu'on a pris un peu de retard par rapport à cette approche-là. Oui, bien sûr. Là, oui, allez-y. Oui, non, on n'a pas seulement du retard, on a, pour faire carrière dans le monde universitaire des blancs, il ne faut pas venir avec des problématiques de noirs ou de Mhm. préoccupations. Ce que les blancs nous demandent de faire dans leurs universités ou de leurs institutions, c'est de parler des noirs et de nous-mêmes, donc comme eux, en ont décidé et nous savons que c'est une, redéfinition, de l'histoire qui n'est pas fidèle, justement, à l'histoire Mhm. du peuple noir. Donc, il est évident que si on veut, vraiment appréhender, aborder, faire des recherches avec des paradigmes, à partir de paradigmes qui nous sont propres, eh bien, on est très vite en rupture avec le système dominant, que ce Mhm. soit au Canada, aux États-Unis, en France encore, ben, c'est la pire des institutions, enfin au niveau scolaire, éducationnel, qui maintient le peuple noir vraiment dans une situation de subalternisation qui est effroyable. Donc, on est très vite en rupture avec ce système-là quand on comprend que pour faire carrière, surtout, nous les intellectuels ou les universitaires, nous sommes les premiers visés par le Mhm. système. Pour faire carrière, il nous faut accepter de trahir nos peuples. Il y a rien d'autre à Bon. dire. Il nous faut accepter de dire au système ce qu'il veut qu'on dise parce qu'il a besoin de nous comme relais pour justement se maintenir en position de dominance et oui, de référence, qui raconte, l'histoire à sa façon et qui a besoin de maintenir le peuple noir en situation de domination pour justement exercer sa suprématie. Ce que les anglo-saxons appellent, le suprématisme blanc. Absolument. Mais Mmh. oui, mais là, quand vous le dites, évidemment, il y a aussi, comment je peux dire ça, le renforcement de l'aliénation du noir pour Oui, atteindre, n'est-ce pas, ce oui. but-là. Mais, Madame Esmeralda, est-ce que vous pensez que ça pouvait être autrement pour l'Occident au point où ils sont arrivés aujourd'hui? Regardant un peu là ce qui se passe en ce moment, il y a un redessinement de la géopolitique au niveau mondial Oui, avec tout une ce que l'on voit recolonisation. aujourd'hui. Oui, Voilà. une recolonisation, ils se sont cachés, un certain temps, ils ont, utilisé, un gant de ve des une main de fer dans un gant de velours, mais petit à petit, ils trouvent confrontés aux résistances du peuple noir qui enfin, grâce à certains médias, grâce à peut-être aussi certains travaux, commence à comprendre ce qui lui arrive. Parce que ce qu'il faut expliquer ce paramètre-là n'est pas souvent, pris en considération dans la façon que nous avons de poser nos problèmes. Nous partons des a priori des blancs pour analyser. Donc nous sommes à leur hauteur, ils ont 8 000 ans, peut-être 20 000 ans maximum. Le peuple noir a des millions d'années. Tout ce qui est venu avant est passé à la trappe. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté, il l'a ignoré, il l'a oublié
Et en ce moment, je travaille un peu sur les mentalités et j'essaye de comprendre pourquoi nous sommes le seul peuple dont les élites «trahissent» entre guillemets, leur peuple. Pourquoi il n'y a pas, on va dire de connexion vraiment, constructive entre les élites des pays noirs et leur masse, la masse de la population. Et on a souvent abordé ces problématiques à partir justement des stigmatisations, donc Bounty, noir dehors, blanc dedans, enfin beaucoup de stigmatisations qui pour un sociologue n'a pas de sens, n'ont pas de sens. C'est pas comme ça qu'on analyse. L'individu ne peut pas être essentialisé au point qu'on décide que c'est dans son ADN que se trouve, le gène de la traîtrise. C'est une construction sociale et cette construction, elle vient du fait et elle est, remarquable chez les noirs en particulier parce que nous sommes le seul peuple qui est formé à l'école de ses bourreaux. Nous Oui, sommes le seul peuple qui n'a pas son système éducationnel, qui n'a pas un système de carrière à partir des besoins des sociétés dont nous ressortissons ou ressortons. Et donc, il est très important que nous comprenions, et moi, c'est mon combat et ce sera toujours mon combat, je refuse qu'on essentialise le noir et qu'on lui dise que c'est dans son ADN que se trouve le gène du complexe d'infériorité, le gène de la traîtrise, le gène de l'incapacité des élites et des classes dirigeantes à s'occuper de leur peuple. En fait, nous sommes formés par les Occidentaux pour servir les Occidentaux et quoi que nous fassions, nous développons, lorsque nous sommes en position d'exercer nos métiers ou nos fonctions, nous développons des comportements clanesques qui sont qui protègent et répandent le mode de fonctionnement des Blancs dans nos contextes propres. Et mais donc, forcément, le fait que nous sommes formatés et préparés à être si vous voulez, des relais des Blancs chez les Noirs, c'est-à-dire chez les nôtres, eh bien, nous sommes très facilement en but à une population qui ne comprend pas pourquoi nous ne la défendons pas, qui ne comprend pas pourquoi notre parole est toujours prononcée dans la perspective de valider la présence du blanc, valoriser son être, sa culture, sa civilisation, valoriser les formes d'étiquette sociale qu'il a instituées, valoriser au niveau même physique ses manières de se porter, de porter son corps et d'en prendre soin. Et tant que nous n'aurons pas compris que ça n'est pas génétique, mais sociologique ou mhm, social ou mhm. psychosociologique, nous allons, nous qui faisons de la recherche pour les nôtres, nous allons continuer à diffuser des idées qui enfoncent notre peuple dans la croyance, dans l'essentialisme, dans le racialisme. Nous allons continuer à faire de nous des êtres racisés, nous allons continuer à nourrir le paradigme des Blancs et il me semble qu'il est temps que nous soyons nous-mêmes assez sérieux, nous qui avons la parole, que nos peuples écoutent, eh bien, il me semble que nous devons être assez sérieux pour leur expliquer en fait ce qui se passe et ce qui s'est passé. Pourquoi le peuple noir considère qu'il n'a rien apporté au monde, qu'il n'est rien, qu'il n'a pas de valeur, que son corps aussi, il faut le jeter à la poubelle et ramasser les déchets des Blancs pour qu'il soit présentable, qu'il ait une chance d'être intégré. Et donc, nous avons jeté, on nous l'a appris et on continue à nous l'apprendre, nous avons jeté à la poubelle tout ce qui faisait la puissance du peuple noir. Et du coup, les Noirs sont sans dessus dessous et ils ne comprennent plus rien à eux-mêmes. Et nous-mêmes, nous continuons à les alimenter dans la défaite. En fait, nous sommes je veux dire des personnes, des promoteurs de la défaite du peuple noir. Mais, Madame Esmeralda, je l'entends très bien parce que là, vous pointez vraiment ce qu'il y a de fondamental dans nos rapports avec les autres peuples, je vais dire. Mais les circonstances historiques sont bien connues également.
les circonstances, quand je parle des circonstances historiques, c'est quand même la rencontre entre ceux qui sont venus de quelque part, qui Oui. sont venus sur, n'est-ce pas, les côtes africaines. On sait très bien qu'à une certaine époque, on pensait que le monde se résumait au pourtour méditerranéen. Ça, vous le savez. Hein? Mhm. La Méditerranée, il y a les Occidentaux de l'autre côté, les Arabes en face. Et après, évidemment, ils ont découvert les côtes africaines dans le rapport premier de la confrontation avec les Arabes. Bon, qu'à cela ne tienne, il y a ces circonstances historiques qui nous ont trouvés et la conflictualité qui est arrivée par la suite et la violence, pas seulement symbolique, la violence physique également, la violence psychologique que ceux qui sont venus de quelque part ont exercé sur le peuple noir. Nous nous sommes défendus aussi avant la traite négrière. Nous nous sommes défendus avant qu'on ne détruise, n'est-ce pas, nos empires, et nos royaumes qui étaient bien organisés. Vous l'avez bien dit, dans vos travaux, vous montez très très bien. L'Occident n'a que très peu d'années de civilisation par rapport à la civilisation africaine très ancienne. Alors, mais quand vous dites, par exemple, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce qu'on pouvait faire autrement avec la violence, contre les moyens, quand on voit les moyens que les Occidentaux ont utilisés? L'arme militaire, par exemple, nous nous défendons avec des flèches, avec des moyens que nous connaissions, mais l'autre est venu avec la puissance du feu, du canon, du canon. Et donc tout ça, je pense qu'ils ont assis, n'est-ce pas, leur domination. Vos travaux, c'est autour de la domination. Ils ont assis leur domination en utilisant ces instruments-là. Et puis, c'est suivi la traite des Noirs, comme nous le savons, après la post-colonisation, toujours cette puissance-là. Et je voudrais quand même, pour vous laisser la parole, Madame Esmeralda, arriver peut-être à un point tournant. Le point tournant, on pourrait dire que c'est les indépendances, entre guillemets. Les indépendances, entre guillemets. Est-ce que nous allons continuer à être un peu dans une sorte de position victimaire parce que l'occidental, il va continuer son chemin puisqu'il a atteint un progrès extraordinaire et qu'il veut entretenir ce progrès-là. Et pour l'entretenir, il sait très bien qu'il a cherché des ingrédients dans les pays des Noirs là-bas. Alors, Mhm. nous-mêmes, où est-ce que nous nous situons? Est-ce que l'approche qui est la vôtre, vous pensez qu'on a des chances d'asseoir cette approche de sorte que désormais, les Africains se prennent en charge eux-mêmes? Parce que quand on voit le travail des Occidentaux est aidé par certaines élites africaines qui sont au pouvoir, qui font tout pour travailler pour les autres et continuer à nous amoindrir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, mais ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure. Tant que vous êtes formé par, votre prédateur, ben, vous ne relayez que sa posture, sa position et ses intérêts. La question, c'est est-ce que l'Afrique, en tant qu'entité globale, a compris le sens de ses intérêts? Nous Mhm. savons, nous n'avons plus rien à démontrer à ce sujet. Nous savons que, nous sommes militairement dominés. Moi-même, ici à la Martinique, quand j'ai posé la question, dans une conférence à mes congénères, j'ai demandé à leur avis, quelle est, la cause de la forme de domination que nous subissons. Ils m'ont donné toutes sortes d'explications. Personne n'a évoqué la domination militaire et pourtant, c'est exactement par la violence militaire, la domination militaire, que nous sommes dominés. Nous sommes, une petite, surface de 1100 m² à la Martinique. Dans les 34 communes que nous avons, un service de gendarmerie, nationale, donc avec des gendarmes qui sont envoyés par la France, depuis, 7 000 à 8 000 kilomètres. Nous avons, une gendarmerie centrale, nous avons des tribunaux, nous avons, tout ce qu'il faut pour que, la France exerce ici, sa «violence légitime» entre guillemets, Mhm. puisque, Entre guillemets, voilà. on sait comment, par quel subterfuge, les dominants demandent aux dominés de leur déléguer le pouvoir de justice et le pouvoir de violence. Donc une fois que la France s'est accaparé ce pouvoir de violence, elle l'exerce
dans ces tribunaux, puisqu'il y a une justice à deux vitesses dans nos régions et dans beaucoup de pays dominés par la France, une justice pour les Blancs qui sont rarement ou presque jamais accusés de quoi que ce soit, alors qu'ils sont souvent ceux qui commettent les crimes, et puis une justice pour les dominés, les colonisés, etc. Donc, nous vivons dans ce genre de structure depuis, et nous le savons. Mais faire apparaître à nos gens la militarisation de nos vies par les puissances coloniales, c'est difficile. Parce que, comme l'explique très bien Bourdieu, la contrainte est devenue non contraignante. Autrement dit, ce qu'on vous enfonçait dans le crâne à coups de torture, vous vous rappelez de le symbole en Afrique, au Cameroun, l'utilisation du symbole. Oui, C'était bien sûr. cette espèce de fouet qu'on utilisait pour punir, faire entrer de force dans la tête des Africains. Nous, on avait d'autres formes de symboles, mais c'était aussi des fouets pour nous empêcher de parler nos langues et pour nous obliger à incorporer les savoirs qui faisaient de nous des personnes sans racines, sans vision, juste des valets au service de la domination du blanc. Donc on Madame sait. Esmeralda, Oui. je vous interromps un petit peu puisque ce que vous dites est très important, on va parler. Mais au Congo-Brazzaville, nous ne l'avons pas vécu, notre génération, mais la génération de nos frères, grands frères l'ont vécu, le symbole. Le Mhm. symbole, chez nous, c'était une boîte qu'on mettait des excréments d'oiseaux, hein, un peu tous ces excréments-là, et qu'on vous Mhm. faisait porter là, ici, autour du cou, et donc ces odeurs-là, vous remontez comme ça, ou à la limite, tu sais, pour les plus insultants, était le crâne d'un singe. Le crâne d'un singe qu'on accrochait ici. Et c'est cette Mhm. violence symbolique, évidemment, qui était Oui. bien exercée pour ce que vous expliquez. Bien C'était cette sûr. parenthèse que je voulais pour D'accord. l'illustration. Oui, je vous remercie. Oui, donc il y a le symbole qui est bien expliqué par Monsieur Amougou dans un ouvrage qui s'appelle Symbole et châtiment, qui est très intéressant à lire parce qu'il décrit toute la violence qu'il y a eu dans le système scolaire d'éducation imposé aux pays enfin, d'Afrique sous domination française en tout cas. Et bon, pour les gens qui ignorent cet aspect-là, il faut qu'ils aient lu cet ouvrage. Donc, soit le symbole, soit le fouet. Nous, on a eu beaucoup le fouet et puis d'autres méthodes d'agenouillement sur du gros sel, enfin tout ce qui fait torture et qui fait mal et qui fait souffrir. Et c'est dans l'humiliation, dans la négation de notre être que nous apprenons à respecter le pouvoir blanc. Et dans nos églises, toutes les icônes sont blanches, Jésus, Marie, tout ce qui était au départ de provenance africaine, donc qui portait peau noire et cheveux crépus, tout ça, c'est tout d'un coup devenu blanc aux yeux bleus. Et dans toutes nos églises, eh bien, nous sommes encerclés, pour ceux qui vont à l'église, encerclés par des figures, des icônes blanches qui maintiennent justement la dimension taboue du corps blanc, sacralisée dans le cadre institutionnel de l'Église, qui est le domaine du sacré. Et du coup, on comprend aussi pourquoi nos populations ont une sorte de crainte mystique du blanc qui les maintient dans si vous voulez, une sorte de stagnation intellectuelle parce que ils sont pratiquement dans l'incapacité, sans risquer de violer un tabou, dans l'incapacité de se dire, mais je remets en question cette Église qui m'impose des icônes blanches partout parce que ça n'est pas ce que je sais de mon histoire. Or, vous allez leur dire ça, comme ce sont des gens qui sont profondément atteints psychiquement aussi par le tabou et par le refus de déconstruire du sacré, puisque le blanc s'est désormais installé dans la sphère du sacré, eh bien, vous comprenez pourquoi nous avons aussi cette pérennisation de la domination. Donc, il y a beaucoup de facteurs à interroger, de paramètres, quand nous voulons comprendre pourquoi les Noirs sont maintenus en domination,
parce que dès le départ, ils ne comprennent pas qu'ils sont militairement dominés et que cette violence, elle n'a pas besoin de s'exercer, à coups de trick tous les jours. La présence, par exemple, je vous le disais, dans chaque commune de notre pays, enfin notre colonie Martinique, la présence de casernes de gendarmerie, nous avons aussi gros territoires, qui sont, occupés par des militaires, le RSMA, des gens, donc qui représentent vraiment l'armée française dans tout ce qu'elle a de très organisé. Donc rien que la présence sur le sol, j'allais dire sur le sol martiniquais, à chaque kilomètre de ces forces de «l'ordre» entre guillemets, des comment on va dire? Des notes? Des non, ça dénote la présence qui tient à se manifester, mais aussi et ça décourage toute forme Ah ouais. d'opposition. Vous voyez? Puisque ça se passe dans la proximité, les gendarmeries, les casernes sont donc les gens ont pris l'habitude de vivre à côté de ces forces militaires qui sont portées par des corps blancs, sans vraiment les interroger, juste en se disant: «Bon, ce sont des gendarmes». Mais nous qui sommes dans les sciences sociales, nous savons quel sens donner à cette présence de proximité, dans notre environnement proche, dans notre environnement, quotidien. Mais donc, si vous voulez, c'est l'une des premières réussites, très astucieuses, et vicieuse du système de domination que la France met en place, c'est que, pour reprendre l'expression que je vous ai donnée tout à l'heure de Bourdieu, la contrainte est devenue non contraignante. Les gens n'ont plus le sentiment qu'ils sont contraints de vivre avec des blancs, de vivre avec des militaires, de vivre, ou bien qu'ils sont dans un système qui leur a tout enlevé. Ils ne sont plus conscients de ça. Et ce système a balayé toutes leurs références et ce qui nous reste comme référence, c'est dans la marge que nous l'entretenons, comme des nègres marrons, comme des gens qui pensent que voilà, la vie va se continuer éternellement sur ce modèle-là. C'est-à-dire que toute la place est prise par le dominant et nous, avec nos danses, nos traditions, les choses que nous aimons foncièrement, eh bien, nous les avons reléguées à la marge et nous sommes persuadés que oui, nous pratiquons notre culture. Là, nous sommes dans les journées du patrimoine et je demande où est le patrimoine des Noirs? Eh bien, tout ce qui nous est montré, tout ce qui est exhibé, ce sont les anciennes habitations, les maisons des maîtres, les musées où les maîtres sont exposés, sont pratiquement encensés. Et c'est absolument affolant de voir des peuples entiers sous domination française répéter ils sont dans les journées du patrimoine et qu'ils vont découvrir leur patrimoine, alors que seuls les blancs sont représentés dans ce patrimoine. Et c'est hallucinant. J'ai déjà posé la question 1000 fois, mais le système ne change pas parce que la France n'a pas l'intention de changer sa posture de domination, puisque c'est par on va dire, l'aliénation et la domination des cerveaux que la France réussit à se maintenir en position dominante. Très bien, Madame Esmeralda. Quand je vous écoute, j'ai comme ça trois choses à vous demander. La première chose, combien est-ce que, bon, heureusement, dans vos travaux, vous ne vous limitez quand même pas, dans vos réflexions, vous ne vous limitez pas aux Indes occidentales, comme on le dit, aux Antilles, un peu cette partie. Vous projetez aussi votre regard quand même sur l'Afrique et également, parce que les problématiques qui se posent sont les mêmes sur le plan culturel, comme vous le dites. Mais quand on regarde sur le plan légal, bon, la Martinique, la Guadeloupe, c'est la France. C'est la France. Hein, sur le plan légal, hein, je vais bien dire, j'espère que vous me comprenez. Et puis aussi, combien êtes-vous aux Antilles, hein, à penser comme vous? Parce qu'on a comme, c'est peut-être un préjugé, c'est peut-être un stéréotype aussi, on a comme l'impression que les Martiniquais et peut-être aussi les Guadeloupéens, dans une moindre mesure, se complaisent à être des Français.
à être des Français et à conserver cette culture française au sens strict du terme. Ça, c'est le premier point que je voudrais vous entendre. Là, où est-ce qu'on en est concrètement par rapport à ce stéréotype qui est un peu les Martiniquais, beaucoup plus que les Guadeloupéens, que les Guadeloupéens seraient un peu plus nationalistes que les Martiniquais qui aimeraient blanchir même la race en tant que telle. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous allez vous projeter en Afrique cette fois-ci parce que là, on a parlé de la dimension militaire de la chose, qui est un gros morceau, hein, qui est un gros morceau dans la réussite de l'Occident, à faire de l'Africain ce qu'il voudrait qu'il fasse, parce que derrière, ils ont des choses à prendre, on l'a dit au départ. Mais le militarisme en Afrique, depuis les années 60, les États africains semblent être indépendants. Désormais, il y a des présidents africains jusqu'aujourd'hui qui ont certains pouvoirs aussi sur la France d'une certaine manière. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Gabon, le pouvoir qu'avait le président gabonais sur la nomination des ministres en France. Mais je parlais par exemple du Congo-Brazzaville, juste à côté d'où est-ce que je viens. Mais le Congo-Brazzaville, vous savez très bien qu'il y a des dictatures féroces qui sont là. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé depuis 1997, après avoir été au pouvoir pendant 12 ans ou 13 ans, l'intermède démocratique au Congo de 97, de 92 à 97, et la France a accompagné M. Denis Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir par la force après une guerre civile. Mais comment il fonctionne, M. Denis Sassou Nguesso? Il fonctionne avec l'armée, c'est-à-dire qu'on lui dote des armes de guerre qu'il va acheter en Occident et partout, et qui continue le travail du blanc, comme c'était avant. Et nous-mêmes, les Africains, où est-ce que nous sommes, nous? Comment est-ce qu'on peut cristalliser une certaine conscience de sorte qu'on puisse désormais dire que non, mais écoutez, nous comprenons des choses maintenant. Construisons une morale collective après cette conscience collective de l'état de relation avec le colon. Donc, ma question au fond, Madame Esmeralda, c'est plutôt que de continuer à être dans une position victimaire, nous savons très bien que les Occidentaux ont les moyens nécessaires pour faire ce qu'ils font. Il y a des satellites là-haut qui nous épient à chaque moment et nous n'avons pas de satellites là-haut. Comment est-ce qu'on peut cristalliser cette approche de sorte que finalement, à un certain moment, que nous soyons face à ces Occidentaux qui ont des choses à rechercher et que nous aussi, les Africains, nous ayons des choses à rechercher pour nous? Oui, non, mais c'est le cœur du problème. Quand on parle de domination, moi je récuse le terme victimaire parce que nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes et dans mon dernier ouvrage qui s'appelle Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs, j'explique en quoi nous sommes des victimes et pourquoi il ne faut pas utiliser ces concepts inventés par l'Occident qui commet ces crimes et lorsque nous la mettons en face, oui, l'Europe, la mettons en face de ces crimes, elle nous reproche d'être dans des postures victimaires. Il faut absolument éviter de tomber dans ce piège. Le peuple noir est victime de la prédation, de la violence, du manque d'humanité des Occidentaux en face vis-à-vis de lui. Il y a dans ce livre, j'ai un chapitre qui s'intitule Pourquoi les morts noirs laissent le monde indifférent. Ça, c'est une culture, c'est cultivé, tout est mis en place pour présenter les Noirs comme des animaux qui n'ont pas d'âme, et c'est sur cette base-là d'ailleurs qu'on les a mis en esclavage. Ils n'ont pas d'âme, donc ce ne sont pas des humains, donc on n'a pas à s'apitoyer sur leur sort, et donc ce manque d'empathie qui a été véritablement pensé et organisé, structuré pendant des siècles, voire maintenant plus de deux millénaires, par les Blancs envers les Noirs, avait justement pour fonction de les isoler des autres peuples parce que justement, ce que l'Europe, l'Occident projetait de faire de leur continent était criminel et il fallait empêcher que ces populations ne comprennent et que le monde ne s'affole ni ne vienne défendre des animaux finalement. Et donc, le noir, l'Africain, là où il est dans le projet
prédation des Blancs, eh bien, il n'existe pas, il est invisible. Donc, victimaire, non. Victime, oui, mais nous OK. devons comprendre pourquoi nous le sommes, et il n'y a pas de posture victimaire chez les Noirs. Les Noirs qui ont compris qu'ils sont victimes doivent continuer à diffuser cette idée, parce qu'il y a maintenant un précis de victimologie que j'ai cité dans mon ouvrage pour expliquer aux gens justement que c'est une science juridique désormais et que il faut que les victimes, tant qu'il y a bourreau, il y a victime, et tant qu'il y a crime contre l'humanité reconnu par la France notamment, donc ce qu'a été l'esclavage, eh bien, il y a victime et bourreau, et le crime doit être puni. Donc, il n'y a pas de posture Position victimaire chez les... victimaire. Non, non. La première chose que vous demandiez, c'était la relation entre Guadeloupe et Martinique. C'est dans l'histoire qu'on va trouver les différences. Mais je veux déjà vous dire que nous, à la Martinique, nous vivons avec les descendants de colons. Mhm. C'est-à-dire que Les ceux béquets, qui ont été, oui, ce qu'on ceux qui appelle ont les été, béquets. oui, ce sont les béquets. Ceux qui ont été les bourreaux, qui sont les descendants de nos bourreaux, vivent avec nous. Ils ont le contrôle total de l'économie, des médias. Ils sont, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de nos sociétés. Ce sont eux qui détiennent l'essentiel des entreprises aussi. Et le peu de travail qu'on a, parce que vous savez que nous sommes une société qui a entre 30 et 40% de chômeurs, en trichant sur les chiffres, eh bien, le peu de travail qu'il y a se passe dans les entreprises tenues par des béquets, et donc ils contrôlent absolument la population par des stratégies d'endettement, d'empêchement d'émergence d'une classe sociale, d'une classe moyenne noire, et par la dilution, puisque toutes les publicités eux-mêmes sont ceux qui ont les entreprises de communication. Toutes les publicités mettent en valeur l'image d'un couple métis, de métis et de couple mixte, blanc-noir, et jamais véritablement la population, le fond de la population, qui est à 80% au moins africaine, c'est-à-dire noire de peau. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui arrangent parce qu'ils la dominent, et dès que vous avez une parole qui dérange dans les médias, donc moi je suis blacklistée dans les médias parce que les colons qu'on n'entend jamais sont à l'écoute. Ils ont comme en Afrique, hein, c'est exactement ça, Mhm. ils ont des gardes-chaumes qui les avertissent. Et donc parfois, moi j'ai eu à intervenir, c'est des médias mainstream, et puis on ne m'a plus entendu, soit que j'étais muette, soit que mon intervention avait disparu. Donc, ce sont les gardiens du temps parce qu'ils considèrent que nos sociétés sont à eux, que c'est la France qui les a colonisées, qui a ces régions-là. C'est elle aussi qui a exterminé les Caraïbes, mais ça n'a pas l'air d'entrer en ligne de compte dans leur discours. Donc, voilà, nous sommes Mhm. dans cette réalité sociologique de proximité et de contrôle extrême. La Guadeloupe a Oui. connu une première libération après la première abolition en 1789. La Mhm. Guadeloupe donc il y a eu l'exécution l'essentiel de la caste des colons qui vivaient donc sur le territoire guadeloupéen, et pendant au moins 8 ans, les Guadeloupéens ont vécu en tant que Noirs qui dirigeaient leur destinée, et ils ont eu le temps d'avoir un accès à leur langue, des pratiques, à leur Mhm. culture, qui se remarquent aujourd'hui encore parce que l'utilisation de leur langue Ka, qui est une langue africaine à, comment on appelle ça, enfin avec un vocabulaire français, mais c'est une langue Mhm. Mhm. africaine. Donc ils ont un rapport à cette langue qui est beaucoup plus aisé, plus spontané que nous, et ils ont aussi eu le temps d'expérimenter, eh bien, on va dire, un vivre dans l'entre-soi de Noirs qui ont compris d'où ils venaient. Après, lorsque les colons vont vendre nos régions aux Anglais,
pendant quelques années, nous en Martinique, par exemple, nous serons 8 ans sous domination anglaise et donc il va y avoir une guerre entre Français et Anglais sur notre territoire qui Mhm. va permettre, grâce aux Noirs d'ailleurs, à la France de chasser les Anglais. Donc, Mhm. nous sommes dans une relation que vous devez comprendre aussi par rapport aux stratégies de dilution de la population qui est très, très puissante. C'est-à-dire que nous, à la Martinique, nous avons eu dès à peine un siècle après la mise en esclavage de nos ancêtres venus d'Afrique, de leur déportation, il y a eu 30% de la population, de 30% de mulâtres, Mhm. c'est-à-dire de deux groupes qui étaient complètement, qui avaient des destins complètement différents, va se trouver créer un troisième groupe qui n'était pas attendu dans l'histoire, mais qui va jouer un rôle considérable dans la domination. Parce que ces mulâtres qui ont rejeté, donc qui étaient 30% dans les années 1847-48, vous voyez, juste avant Mhm. l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, ils sont si nombreux, ils se sentent si puissants qu'ils vont demander à la France de leur donner les mêmes droits que les colons blancs de Martinique parce que ceux-là ne veulent pas que les mulâtres soient traités comme des blancs et aient accès aux mêmes Privilège. privilèges qu'eux. Donc, il y a eu deux gros assassinats chez nous, de mulâtres par les blancs en 1830 à Saint-Pierre, qui était la grande capitale internationale de qui était la Martinique à l'époque, et puis au Lorrain, dans une commune du Nord-Atlantique où justement il y avait beaucoup d'usines et beaucoup d'enfants générés par les relations. On va dire le libertinage sexuel des colons. Parce qu'en fait, Mhm. cet incroyable quand, enfin, ce nombre incroyable de mulâtres qui apparaît comme ça très vite dans la vie de la colonie signale simplement que les Blancs étaient d'abord sur le plan sexuel complètement, on va dire, sans sans code, ils étaient en face d'une population dont ils usaient et abusaient comme ils Mhm. voulaient et donc ils ont leurs pulsions sexuelles se sont exprimées de la manière la plus libérale qui soit. Je ne veux même pas aller dans d'autres termes. Donc c'est ça que ça traduit. Mais le problème, c'est ils ont introduit, investi l'émergence de ces mulâtres qui sont, si vous voulez, la preuve de leur libertinage et de leur manque comment on va dire ça, d'éducation sexuelle, si Mhm. on veut. Eh bien, ils vont le traduire très vite dans des rapports de classe. Ils vont raciser cette composante en en faisant un groupe supérieur. Et Mhm. ce groupe supérieur qui n'a pas de, puisque le blanc améliore le noir, n'est-ce pas? Ce groupe supérieur qui ne veut pas entendre parler de sa composante noire, donc de sa mère, puisque c'est toujours Par la mère, bien sûr. l'homme blanc qui métisse et par la femme noire que le métissage arrive par l'homme blanc et la femme noire. Donc, on a cette sorte de rapport qui va se créer entre mulâtres qui cherchent à tout prix à ressembler aux blancs, à s'identifier aux blancs, et puis les noirs qui sont rejetés dans le camp ben, des meubles, parce que vous savez que les noirs, par le fait du code noir, les Moi, noirs sont Napoléon, des ouais. meubles. Ils ont un statut de meuble. Chez les mulâtres, eh bien, ils ont un statut d'affranchis, très souvent, Franchement. parce que il suffisait que, donc, dans les premières générations qui étaient plus foncées de peau, le blanc va comprendre que, à mesure qu'il métisse les métis, il Mhm. blanchit la race. Et donc, il va développer des politiques de division et de stratification. Je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui a travaillé sur Saint-Domingue, il a Oui, relevé oui. 128
128 dénominations, classifications qui vont du noir au blanc et les classifications vont dans le sens du blanchiment. Donc, tous ceux qui ont une petite goutte de sang noir, ils vont se trouver un titre, une définition essentialiste qui les éloigne du noir pour les rapprocher du blanc. Donc, voilà une politique raciale puissante, extrêmement réfléchie et analysée, mais à partir de la liberté sexuelle qu'ont pris les Blancs sur les femmes noires. Et à côté de ça, au lieu de, dans l'histoire, vous ne trouverez rien qui accuse les Blancs de s'être comportés, je veux dire, comme des animaux envers les femmes noires. Non, ce sont les maîtres, ce sont eux qui se sont chargés de noblesse, ils se sont très vite constitués une noblesse, comme l'explique l'abbé Grégoire. Et à côté de ça, tout le monde aujourd'hui va regarder les Noirs comme étant ceux qui font des enfants, qui s'en occupent pas, qui sont, etc. Et jamais ce type de regard critique n'est porté sur le blanc. Donc le blanc, il a métissé la population parce que ses pulsions sexuelles n'étaient pas contenues, pas retenues, pas éduquées, etc. Et qu'il est arrivé voilà, dans un champ où il était libre de faire ça comme il voulait, quand il voulait, d'engrosser les négresses, et puis hop, après de dire, bon, toi tu es plus blanc, je te préfère. Après, une fois qu'ils auront engraissé les négresses, ils vont se dire, oui, mais celles-là, elles font des enfants encore trop foncés de peau. Ils vont s'attaquer aux femmes, aux mulâtresses. Donc, ils vont essayer de blanchir la race, et puis petit à petit, vous aurez donc parmi la population mulâtre, eh bien, des gens qui ne savent se concevoir qu'à partir de l'idéologie des colons, des maîtres. Et ils ne cherchent à ressembler qu'aux maîtres. Et même quand on va les exterminer, exterminer de grosses composantes parmi eux, et ce sont les colons blancs qui vont le faire parce qu'ils ne veulent pas que les mulâtres les concurrencent, eh bien, ils vont continuer, malgré ça, à n'avoir comme repère, comme référence, que le blanc, qui est une sorte de père symbolique, mais qui a refusé de les intégrer, on va dire, à sa fratrie. Donc, il reste un groupe en marche, mais un groupe dans lequel les Blancs puisent, avec qui ils travaillent, et tout, quand ils ont à donner des postes et des fonctions gratifiantes, ils préfèrent les donner. Donc, soit à des Blancs, aujourd'hui, maintenant, chez nous, c'est clair, soit à des Blancs, soit éventuellement à des mulâtres. Et donc, quand vous venez dans nos régions, l'essentiel des postes de prestige sont occupés soit par des Blancs, soit par des mulâtres. Les Noirs qui arrivent accèdent à ces postes sont complètement décervelés, ils ne savent pas qui ils sont, ils font comme en Afrique, comme les chefs d'État africains, ils sont au service d'eux et les pauvres, ils finissent complètement laminés parce que un être humain n'est pas fait pour être trituré de cette façon-là. Benjamin Bowser, voilà notre livre hein, qui est sorti de notre rencontre à Toronto. Hein. Vous l'avez Oui, également et je vois bien que votre article est le chapitre 15 ici et le nôtre est au chapitre 12. Voilà, Exploring Slavery's Influence on the Psychology of Slave Descendants in the United States. Ça, c'est notre article. Et le vôtre, ici, là, voilà, le vôtre, Double Tyranny, the aesthetic of misidentification through hair strengthening and skin bleaching. Alors, ça, c'est un livre très important parce que vous avez évoqué aussi la dimension éducationnelle. C'est là où je voulais en venir. Vous voyez très bien que ce que nous avons fait là, c'était comment enseigner ces choses dans des universités où on n'enseigne pas ces choses-là. Et quand j'évoque l'éducation, je pense que c'est le centre quand même de ce qu'il faut faire, parce que tout ce que vos analyses sont d'une grande pertinence, évidemment, un occidental qui vous entend, il ne sera pas content, parce que vous dites ces vérités-là. Et si vous êtes blacklisté, c'est parce que vous dites ces vérités-là. Et pourtant, il faudra que ces vérités-là soient dites. Et non seulement qu'elles soient dites, que ces vérités-là soient mises à profit. Et la mise à profit de ces vérités-là, c'est par la prise de conscience d'abord. Et la prise de conscience, ça peut se faire à travers les travaux qui sont les vôtres et d'autres également. Mais on ne s'arrête pas à la prise de conscience seulement. Je pense qu'après, il faut se donner une morale collective qui dit que voilà, désormais,
sur la base de cette prise de conscience, voilà comment est-ce que nous, en tant que Noirs, avec tout ce vécu-là, voilà comment nous allons nous comporter désormais face aux autres. Bien sûr. Peut-être pas simplement pour renforcer le clivage en tant que tel, parce que nous habitons quand même sur une même planète. Nous habitons sur une même planète, et donc à un certain moment, il y a des arbitrages à faire. Mais fondamentalement, que dans les rapports que nous avons avec les autres, les termes de l'échange nous soient également favorables. Donc voilà, donc essayez un peu de dire maintenant, Madame Esmeralda, sur la base de ce diagnostic que vous venez de faire là, mais comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devait faire? Parce que cette émission s'appelle Perspective et Prospective, c'est-à-dire pour demain. Comment est-ce qu'on va faire de sorte que, sur la base de ce que nous connaissons, sur la base du conditionnement dans lequel on nous a mis, comment on va sortir de ce conditionnement-là? Oui. Alors, moi, je vois que, moi, je suis dans les sciences humaines, hein, et je travaille beaucoup sur les mentalités. Moi, je vois que nous sommes très pressés de dire, voilà, comment on va passer à l'action. En fait, on est déjà dans l'action. La question, c'est, notre peuple a-t-il, ou sommes-nous dans notre peuple au même niveau d'information partout où nous sommes dispersés? Non. Vous avez, par exemple, des millions de descendants d'Africains qui vivent dans l'Amérique, en Amérique, dans toutes les Amériques, et que personne ne connaît. Quand vous dites aux gens qu'il y a des Noirs, je sais pas, il y en a eu en Argentine, ils ont disparu, qu'il y en a en Ils ont Bolivie, qu'il y disparu. en a dans tous les pays, Au Chili aussi. dans tous les pays d'Amérique latine, enfin d'Amérique du Sud, je préfère l'appellation parce que idéologique, l'Amérique latine est une appellation idéologique. Vous dites, dans tous ces pays-là, il y a des composantes noires. Quand vous dites aux gens que vous révélez cette réalité-là aux gens, ils sont très, très, très surpris. Mais ils ont la même surprise quand vous dites qu'au Maghreb, il y a des pourcentages de population noire, soit d'origine, soit mise en esclavage depuis près de 2000 ans, et qui sont aujourd'hui des personnes libres, mais qui vivent dans un état de... Eh bien, les gens sont très, très étonnés parce que les pays dans lesquels vivent les Noirs, qui ont pris le pouvoir et qui sont des pays qui ont le souci de faire apparaître la domination blanche, le blanc comme étant celui qui dirige, comme étant celui qui a les rênes, comme étant celui qui est maître des lieux, eh bien, cette domination-là fait que ces pays, tous ces pays, ont développé envers les composantes noires, les composantes noires de leur société, des stratégies de disparition, d'effacement. On n'en Voilà. parle pas. On n'en parle pas et c'est quand... Donc, le peuple noir ne sait même pas qu'il est dispersé sur la planète et dans des proportions incroyables. Donc, moi, si vous voulez, je dis mes stratégies. Ma démarche méthodologique, c'est d'abord que le peuple noir on arrive à avoir le même niveau d'information sur sa réalité, qu'elle soit biologique, qu'elle soit historique, culturelle, politique. Quel est le niveau de connaissance que nous avons de l'existence des uns des autres? Par exemple, nous avons commencé des émissions avec Afrique Média et il y a une jeune femme qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, comme on travaille avec les Africains du continent, elle vient, elle, de Papouasie. Bah, pour nous, c'est une sorte je ne sais pas moi, d'extraterrestre. Alors que, en tant que peuple, par exemple, les Blancs ou les Asiatiques, ils savent où ils sont. Nous ne le savons pas parce que ceux qui ont disposé de nous, ceux qui nous ont éparpillés sur la planète pour les besoins de leur bien-être économique, de leur forme, de leur aisance, etc., de leur enrichissement, comme chez nous. Ceux-là, ils nous ont dispersés partout, mais il a été prioritaire pour eux, une fois que le système a été aboli, le système de déshumanisation a été aboli, ben, il a été question pour eux de cacher les populations qu'ils instrumentaient et qui leur ont permis d'accéder aux richesses qu'ils ont aujourd'hui. Donc les Noirs à qui on n'a jamais, qui étaient de la main-d'œuvre,
à qui on n'a jamais permis d'avoir une seule institution qui les représente, sont pour moi ce que j'appelle ici, ils sont dans la savane. Nous sommes, même à la Martinique, soi-disant français, nous sommes dans la savane. Aucune institution ne nous représente. Toutes les institutions qui sont fonctionnelles en Martinique, à tous les niveaux de gestion de la vie de la cité, sont tenues par des Blancs et sont on va dire, des relais de la France dans nos régions. Donc, les Noirs, partout où ils sont, n'ont pas d'institution. Quand vous allez sur le continent, les institutions, les constitutions, tout ce qui a été mis en place pour faire fonctionner les sociétés africaines suivant les besoins des sociétés occidentales, puisque c'est cela qui s'est passé, on a arrangé le monde pour que ceux dont la France ne peut pas disposer sur son territoire, enfin les pays occidentaux, qu'ils en disposent librement, par accès libre sur le continent. Donc pour cela, ils ont organisé les sociétés africaines à partir de leurs propres institutions qui sont des décalques, des plaquages de ce qui se faisait souvent d'ailleurs de moins bonne qualité, puisque les constitutions, vous avez vu à quoi elles servent. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, on comprend que ce soit nous, déportés, descendants d'esclaves, de l'autre côté de l'Atlantique, ou nos pères, nos ancêtres qui sont restés sur le continent, on comprend on est toujours dans la savane et qu'on n'a aucune institution. Ce qu'on fait, et c'est cela que les Européens ont organisé, les Occidentaux, ce qu'on fait, c'est d'accepter d'aller dans leurs écoles et de continuer à les aider à nous exploiter, à nous prédater, à nous dominer, parce que jusqu'à maintenant, la routine dans laquelle nous nous sommes installés, cette routine-là n'est pas cassée et personne, il y a le Mali qui essaye là de faire, regardez comment elle est assassinée tous les jours par des manœuvres, par des tentatives de déstabilisation. Regardez, donc même quand les pays noirs veulent sortir de la prédation et de l'organisation du monde qui les défavorise, ils ont du mal à le faire parce que toutes les élites africaines noires ont été tuées, ont été neutralisées, ont été corrompues, ont été achetées, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est pas que je fasse l'apologie de l'occidental, ce n'est pas cela, mais j'ai comme l'impression que lui, il le fait de bonne guerre par rapport à lui, l'occidental. Il atteint un niveau de développement tellement élevé, il a construit un citoyen qui devient, et évidemment, qui voudrait que la personne qu'il met au pouvoir puisse le servir, lui, le citoyen français, anglais, occidental d'une manière générale, et que le politicien occidental est obligé d'aller faire ça pour le nourrir. Vous avez évoqué le Mali. Mais bien sûr que le Mali, depuis le XIIIe siècle, vous connaissez bien l'histoire du Mali. Cette zone-là produit de l'or depuis des millénaires derrière nous, là. On le sait très bien. Mais le Mali n'est pas parmi les pays producteurs de l'or. C'est la France qui est le deuxième, le troisième détenteur de l'or, oui, alors qu'il n'y a même pas un gisement d'or en France en tant que tel. Et là, nous parlons de l'or, c'est valable pour les autres matières premières. La France, c'est un pays aride sur le plan du sous-sol, oui, et pourtant une grande puissance. Maintenant, ma question, c'est ça, pour le laisser parler. Il faut quand même qu'on s'éduque, puisque vous avez évoqué l'éducation. Je suis de même avis que vous, là. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il ne faut pas compter sur l'occidental pour renverser la vapeur. Il faut compter sur nous-mêmes pour renverser la vapeur. Oui. Sinon, on va continuer un peu de cette manière-là. D'accord. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit et c'est le constat. Moi, j'ai frappé à toutes les portes. Qu'est-ce qu'on fait de mes recherches? Peau noire, cheveux crépus est paru il y a bientôt 20 ans. Qui m'a tendu les bras? Qui m'a tendu la main? Qui m'a tendu une main secourable? Personne. Donc, je fais des recherches qui sont consignées dans des livres qui révolutionneraient la pensée du peuple noir, mais personne, même si vous me dites c'est nous qui allons, non, monsieur Goma, personne
Personne dans mon peuple ne m'a aidé. Donc moi, je n'ai même pas de révolte. Je dis simplement, je continuerai à faire les recherches que je fais, mais je ne compte surtout pas sur mon peuple, parce que même quand il a compris que c'est par l'éducation que notre peuple est maintenu en domination, il ne se bouge pas parce qu'il est dans sa carrière, qu'il ne veut pas parler fort, parce qu'on va le punir, parce que le système qu'il a incorporé et vraiment lui a expliqué que rien ne peut se faire sans lui et que s'il essaye de trahir ou d'agir contre le système, il sera soit tué, soit blacklisté, perdu. Donc, comme moi, on m'empêche d'exercer ma profession à l'université, etc. Donc, les gens qui ont justement, il ne faut pas regarder ça comme simplement une éducation. C'est toute la vie d'un peuple qui est organisée, programmée à partir d'étapes, à partir d'acquisition de savoir, de posture, de savoir-être, de manière, etc., jusqu'à l'arrivée de, on va dire, j'ai accompli ma vie, une carrière, je suis quelqu'un, etc. C'est tout ça, c'est toute la sphère symbolique qu'on n'analyse d'ailleurs pas assez. Toute cette sphère-là, elle est entre les mains des Blancs et ce sont eux qui vous donnent des récompenses. Regardez les nôtres, comment ils sont fiers quand les Blancs leur donnent des récompenses. Moi, j'ai dit le jour où ça m'arrivera, non seulement je n'en veux pas, mais je sais que c'est définitivement qu'on m'a acheté, qu'on m'a eu, et que non, le Blanc n'a jamais, jamais, jamais essayé de concevoir que vous puissiez le concurrencer et lui échapper. Vous parlez de grande puissance, non, il n'y a aucune puissance. Il y a un partage inégal du travail qui fait que les Noirs sont au boulot, sont à l'usine et que les Blancs ramassent eh bien, les subsides, parce que dans les mines d'or, la France est troisième possesseur d'or dans le monde, mais ce sont nos petits qui sont dans les sous-sols à crever, à mourir, à ne pas aller à l'école, à ne pas se développer et à ne rien gagner, d'extraire dans les minerais, dans les mines. Je ne vois pas le monde trop se préoccuper de ces enfants qui font la richesse des Blancs. Et même chez les Africains, je ne vois pas les chefs d'État dire non, nos enfants doivent être dans nos écoles et pas dans les mines à extraire des minéraux ou du minerai qui enrichit les Blancs parce que les Blancs leur volent ces minerais sans les payer au prix qu'il faut, puisque ce sont eux qui sont juges et partis, ce sont eux qui fixent les prix. Donc moi, je veux bien que nous disions que nous soyons révoltés, mais moi, je suis un exemple parfait de ce qu'on pourrait faire si on pouvait m'aider. Je veux qu'on m'explique pourquoi autant de livres importants que les gens qui les utilisent me disent n'ont pas été traduits en anglais. J'ai demandé à quelqu'un de nos frères du Cameroun, il m'a demandé 30 000 dollars pour traduire 2 ouvrages. Moi, je suis seule, je n'ai pas de labo, je n'ai pas de soutien, je n'ai rien. Comment voulez-vous que je paye 30 000 dollars à un frère qui est visiblement un homme d'affaires et qui n'a que faire du savoir et de l'éducation de son peuple? Il est voilà, il faut de l'argent. Et un des malheurs du peuple noir, c'est qu'on lui a communiqué un amour de l'argent qui est tellement effrayant qu'ils sont prêts à vendre père et mère pour avoir de l'argent. Donc aujourd'hui, on est en train de s'entre-dévorer parce que tout devient plus cher et les Noirs étant ceux qui ont le moins de fortune, eh bien, ils ont des comportements entre eux, je vous assure, qui sont absolument effrayants. Donc, dans la jungle, la guerre civile n'est pas loin, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on a vraiment une volonté, parce que là, on explique les choses, il faut les expliquer. Je ne veux pas qu'on me dise que oui, on est dans le constat. Non, les 3/4 de notre peuple ne sont pas au même niveau d'information et donc nous ne pouvons pas considérer que nous sommes compris et que nous allons avoir l'adhésion de notre peuple. C'est pas vrai, pas encore. Il y a encore un travail de conscientisation énorme à faire parce que par leur religion,
par le système de prestige symbolique, par leur école, par leurs grandes écoles, etc., les Blancs font miroiter aux Noirs qui sont aveuglés par ces institutions, font miroiter des possibilités de carrière et de devenir qui sont absolument, voyez, pour eux, qui les rendent sourds et aveugles à tout le reste, à tous les autres bruits du monde, notamment à ceux de leur monde, du monde noir. Donc, ils sont du coup pas noirs, ils n'ont rien à voir, ils ne sont pas concernés, et du coup, ils sont gratifiants par rapport aux blancs qui, grâce à qui ils arrivent à se promouvoir dans l'échelle sociale. Voilà un peu Bon, l'état d'esprit dans lequel... Madame Esmeralda, est-ce que dans la séparation radicale que vous faites dans votre rhétorique, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, est-ce que quelque part là, c'est pas, enfin, j'ai tendance comment vous dire ça? C'est pas une critique que je fais à ce niveau-là, parce que fondamentalement, c'est ça. Mais quand on regarde un peu à la loupe, là, du côté des Noirs, évidemment, il y en a qui merdent, évidemment, puisqu'on a parlé, à commencer par les chefs d'État. Hein? Du côté des Blancs aussi, il y a des gens qui écrivent et qui critiquent, qui apportent une critique féroce, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'attitude de l'Occident, vis-à-vis de l'Afrique. La semaine dernière, nous avons reçu à cette même émission Monsieur Alain Deneau, hein, que vous avez certainement entendu parler, qui a écrit Noir Canada et qui a un centre de recherche collectif ressources africaines et qui apporte une rhétorique aussi virulente vis-à-vis des entreprises canadiennes qui exploitent, n'est-ce pas, en Afrique et partout ailleurs. Il a été traîné en justice ici, il a été avec sa maison d'édition et qui dit les choses comme nous les disons, nous également. Ça, je pense quand même que c'est un professeur d'université en plus. Alors, je pense qu'il faut quand même aussi qu'on essaie de regarder un peu, comme je l'ai dit, nous vivons sur la même planète et qu'il faut aussi, je voudrais votre point de vue là-dessus, qu'on aille un peu vers ces articulations gagnantes et porteuses, si vous voulez, voyez un peu ce que je vais dire. Non, non, moi je n'articule rien du tout et aucune Ah ouais? articulation, non, aucune articulation n'est gagnante. En l'état des choses, vous avez une petite, toute petite minorité de blancs qui sont d'ailleurs à des positions importantes et qui voient le système et qui le dénoncent. Mais cette minorité est dans l'incapacité d'agir sur la majorité blanche parce que la majorité blanche tire profit de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, sur ce point-là, maintenant, moi, j'ai une autre approche de ces problématiques Mhm. de relations internes. Moi, je suis d'abord Culturel. psychosociologue. Moi, je suis d'abord, enfin, dans ma formation, je suis passée aussi par la psychologie sociale. Mhm. Moi, je travaille sur les relations, c'est d'ailleurs le travail que je mène actuellement, c'est sur le groupe. Je vais distinguer les relations intergroupes et les relations intragroupes. Si vous n'avez rien construit dans l'intragroupe qui vous positionne dans le monde, qui vous fasse respecter, qui fasse connaître vos besoins, qui fasse connaître vos exigences, qui impose, comme le fait le Mali, une vision de l'intérieur et après qui va dire à l'extérieur, OK, vous pouvez me soutenir. Moi, c'est ce que je dis à l'intergroupe. Le blanc reste pour moi, ou le chinois, ou les autres, des personnes qui viennent de l'intergroupe. L'intergroupe ne peut pas influer sur notre devenir comme tant que notre intragroupe n'est pas solide et donc ne dispose pas de ses institutions propres et des bases à partir desquelles il va rayonner vers l'extérieur. Donc, ce que nous demandons, et je demande à nos frères, nos sœurs, d'être un peu plus rigoureux dans leurs analyses parce que je suis très gênée par ces confusions qu'on a. Non, il y a un intragroupe qui n'est pas encore au point. Rien dans notre groupe ne fonctionne. Pas de solidarité, pas d'entraide, pas comment on va dire ça,
d'entraide pour créer des films, écrire des livres, traduire ceux des nôtres qui nous apportent des choses qui nous feraient vraiment, nous propulseraient très vite dans une sphère où nous deviendrions des acteurs de nos vies, les acteurs de nos vies. Au Oui, contraire, oui. nous sommes, je termine s'il vous plaît, au contraire, nous Mhm. sommes un peu prisonniers du système, mais dans le système, bien sûr qu'il y a toujours eu des personnes généreuses, clairvoyantes, mais le travail que nous avons à faire, c'est de comprendre de quel poids pèse le regard d'un intergroupe et si l'intragroupe n'est pas du tout formé, solidaire et n'a pas encore compris l'origine de ces problèmes. Et Cheikh Anta Diop avait raison de nous dire, oui, quand c'est le blanc qui dit, vous entendez, vous comprenez, parce que le blanc, c'est le savoir, c'est tout ça. Mais ça aussi, il nous a prévenu contre ça. Parce que nous, quand le blanc vient et qu'il nous parle comme nous avons envie d'entendre qu'on nous parle, ou bien comme nous parlons de nous-mêmes, nous sommes contents parce que, ah oui, le blanc a dit. Mais non, c'est pas dans cette forme d'ailleurs, Cheikh Anta Diop a beaucoup souffert de cette histoire-là, Oui, oui. où ses étudiants lui disaient, oui, mais le blanc pense que oui, et il avait dû leur dire, oui, ben, c'est le discours de Niamey de 84, oui, mais tant que c'est le blanc qui vous dit, vous croyez, et quand c'est moi ou quand c'est nous, vous ne croyez Mhm. pas. Eh bien, c'est pour Mhm. cela, il n'y a rien à dire aux blancs qui sont solidaires de nos luttes. Il faut au contraire les écouter, mais comme des intergroupes, des gens qui sont en dehors du groupe et qui comprennent que leur système nous fait du mal, nous extermine, nous tue, nous maintient dans une précarité, une pauvreté qui est inadmissible quand on vient d'un continent aussi plein de ressources que celui qu'est l'Afrique. Donc, moi, j'entends bien ce que vous dites et si Monsieur Delon, je ne sais pas qui c'est malheureusement, s'il fait des travaux qui vont dans ce sens-là, je le remercierai comme ça, de manière toute symbolique. Mais c'est pas Monsieur Delon qui va me faire dire que l'union des peuples entre blancs et noirs est déjà possible. Non. Non, 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 mais il n'a pas dit. C'est pas ce que j'ai dit de M. Deneau. Ce que M. Deneau dit, c'est simplement, il dénonce un peu Oui, il les peut. pratiques des entreprises canadiennes en Afrique avec Oui, une oui. critique très, très féroce. Mais j'ai pas dit qu'évidemment qu'il recherche ce genre, c'est moi qui le dis. Mais je voudrais revenir quand même. Je vois bien votre rigueur scientifique et c'est ça qui est en tant que sociologue, c'est cela qu'il faut. Mais vous avez évoqué le Mali. Le Mali qui en ce moment nous fait plaisir, de par la résistance féroce vis-à-vis de la France, par exemple. Mais si on reste dans cette rigueur scientifique également, ben, on comprendra que ben, s'il n'y avait pas les soviétiques derrière le Mali, le Mali ne résisterait pas comme le Mali est en train de résister aujourd'hui. Ça, vous le savez très, très, très bien. Et donc là aussi, c'est un rapport avec le blanc aussi, qui n'est plus l'occidental, mais qui est de l'autre côté, qui est aussi malmené par l'occidental aujourd'hui. Si les Russes n'étaient pas au Mali, le Mali ne pouvait pas faire ce Ben, qu'il est en train de faire aujourd'hui. d'accord. Les Maliens ne sont pas avec les Russes parce que ce sont des Blancs, parce qu'ils n'ont pas racisé la relation comme les Occidentaux l'ont fait. Voilà. Les Maliens, les Maliens ont demandé aux Français de leur fournir des armes pour se protéger. Donc ce ne sont même pas les Russes, même si les Russes interviennent à un niveau ou à un autre, mais les Maliens vous disent à tous les niveaux qu'ils sont ceux-là qui forment leur peuple, qui veulent leur armée pour se défendre, parce qu'ils savent bien d'ailleurs, la Russie est engluée dans une guerre là, que les Européens veulent absolument gagner. Donc, je ne sais pas si les Maliens sont trop attentistes par rapport à la Russie. Non, non. Ce rapport racisé, donc là, du coup, c'est vous qui le faites, les Maliens ne l'ont pas. Donc, pour moi, c'est très important. Ce qu'on cherche dans le monde, d'ailleurs, quand vous regardez les efforts de diplomatie que déploie le Mali, c'est fascinant. Nous qui sommes pressés, on est fâchés. On a envie qu'il faut tout ça en l'air et que, mais non, mais le Mali nous rappelle qu'il est une grande puissance, qu'il descend de l'empire du Mali. Et Oui. alors que ça ne se faisait pas, tout d'un coup, et c'est pour cela que les peuples doivent connaître, les peuples noirs doivent connaître leur histoire, depuis que le Mali est en confrontation avec la France, le Mali a sorti de ses valises son appartenance
à à l'un des derniers grands empires de la planète qui ont régné pendant des siècles et qui sont à l'origine d'énormément de créations humaines. Le Mali sait aujourd'hui, chaque fois que la France ouvre la bouche, elle lui dit: «Toi, tu es toute petite». Il lui dit: «Toi, tu es toute petite parce que nous, on vient». Donc s'appuyer sur son histoire, c'est pas sur la Russie, s'appuyer sur son histoire en toile de fond pour combattre l'hégémonie des Occidentaux, surtout de la France, c'est une stratégie qui est extrêmement payante parce que le peuple malien a la ressource de se dire, mais nous, on n'est pas n'importe qui, on ne vient pas de n'importe où, et voilà que des gens qui viennent de naître nous imposent leur domination infernale. Donc, ce que le Mali a demandé depuis longtemps à la France, donc si on veut, on aurait pu raciser ça. Le Mali a demandé à la France de lui fournir des armes, mais le Centrafrique aussi a fait pareil, qui est Mhm. juste à côté du Congo. Oui, Demander oui. des armes. On leur a donné des armes qui ont 300 ans, on ne leur a pas donné les munitions qui vont avec, on a refusé de les armer. Les Africains découvrent aujourd'hui que quand il faut armer l'Ukraine, les Européens leur sortent ce qu'ils ont de plus spécialisé en armement. Donc les Africains ont bien compris qu'on ne veut pas qu'ils soient détenteurs d'armes qui pourront les aider à combattre leurs ennemis. Donc on est dans quelque chose qui n'a rien de racisé au départ, mais qui va se trouver racisé lorsque les Blancs, les Occidentaux décident de donner aux Ukrainiens blonds aux yeux bleus toutes les armes les plus perfectionnées qu'il y a pour se combattre la Russie, alors qu'ils ne donnent que des chiffons aux Africains. Le Mali demande, le Mali attend, et on lui dit non. Eh bien, qu'est-ce que fait le Mali? Le Mali va chercher un partenaire, il ne va pas chercher un blanc. Et ça aurait été un pays africain qui avait ça, et je sais qu'ils ont des liens avec l'Inde, avec la Chine, ils ont d'autres pays comme ça. Donc c'est celui, le partenaire, et c'est pour ça qu'on est dans un monde justement mondialisé, le partenaire qui va lui permettre d'acquérir les moyens de sa défense. Et c'est en cela que la Russie peut compter. Mais quand vous écoutez bien les rouages de la politique extérieure du Mali, le Mali a cette parole-là qui revient systématiquement. Nous formons notre armée, ils ont développé beaucoup de privilèges pour les soldats. Il y a des milliers d'Africains qui viennent de partout, qui veulent entrer dans l'armée malienne. Eh bien, ils ont véritablement aujourd'hui, parce qu'ils ont acheté, ils ont payé, ils sont absolument maîtres de leur armement, ils ont payé ces armes qui arrivent chez eux et qui leur ont permis de surveiller la France qui, justement, violaient sans arrêt leur espace aérien, etc., et qui ont permis d'emmagasiner on va dire, les preuves que la France Oui, commet oui. au Mali et dans la région du Sahel un certain nombre de crimes de grands ou de petits. Donc, moi, je ne Oui. vois pas les Russes comme des Blancs. Je vois les Russes d'abord parce que quand vous regardez les pays blancs qui viennent utiliser les pays africains comme des marchés, bien sûr qu'ils les voient comme des Noirs, souvent qu'ils déversent toutes leurs cochonneries sur le continent, mais ils les voient comme des marchés avant tout. Pourquoi est-ce que les Africains ne verraient pas les Européens, quels qu'ils soient, ou les Chinois ou les Indiens, comme des partenaires Oui, oui, oui. non racisés? Donc moi, je crois que la façon que nous avons d'analyser les choses, ça me gêne. Et comme nous ne sommes pas encore au même plan, au même point de convergence dans nos analyses, je crois que nous allons vers des conflits d'idées. Et il faut qu'on se mette d'accord sur comment on aborde ces problématiques-là. Et je voudrais quand même souligner quelque chose. On va aller vers la fin de notre émission, Madame Esmeralda. Oui, Le Mali, là, le Mali dont on parle, une fois de plus, je vous fais un pouce là-dessus. Ben, le Mali, la civilisation malienne, ce que nous connaissons aujourd'hui en termes des droits de l'homme et du citoyen, mais ce n'est pas l'émanation de la Révolution française de 1789. Ça remonte, absolument, c'est 1190, 1155, a vécu bien sûr. Sundiata Keïta, avec la charte du Mondaine, où on comprend, où est cristallisé
tout ce que on a bâti aujourd'hui autour des droits de l'homme et du citoyen. Donc, une fois de plus, c'est la primauté, n'est-ce pas, de la civilisation malienne que tout le monde, malheureusement, quand tu dis ça en occidental, c'est pas possible que le Mali ait été à ce niveau de civilisation. Qu'à cela ne tienne. Bon, alors, on va vers la fin de notre émission. Au départ, on avait parlé, on a évoqué peau noire, cheveux crépus, c'était un peu autour de ça, mais vous avez bien dit que le paradigme de la domination est essentiel et englobe tout cela, et c'est bien ce que nous avons fait, et j'espère que vous allez nous promettre de revenir à notre antenne pour qu'on aille un peu plus en détail sur le cheveu crépus, parce que c'est un espace de domination également, en Afrique surtout, le blanchiment de la peau également, ce sont des choses qui s'articulent à la perfection avec cette perspective ou bien ce paradigme de la domination dont vous avez fait votre cheval de bataille. Absolument. Mais pour conclure un peu, dites-moi un peu là, peau noire, cheveux crépus, et j'ai tendance à vous dire peau noire, masque blanc. Et quand je dis peau noire, masque blanc, ça renvoie à Frantz Fanon. Ça renvoie à Frantz Fanon. Oui. Et aussi, je voudrais aussi citer quand même aussi les travaux d'Aimé Césaire, quand même, aussi, quelque part. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va introduire là-dedans, mais c'est fondamentalement Frantz Fanon et vous. Est-ce qu'il y a un petit rapprochement là? Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans l'approche de Frantz Fanon, ou bien vous vous situez un peu à l'antipode de Frantz Fanon? Mais il y a un petit rapprochement que je veux faire un peu de façon un peu impromptue comme ça. Merci pour la question. Moi, je pense, si les gens m'ont lu et compris ma démarche, elle est sociologique et psychosociologique. Autrement dit, la société joue un rôle très puissant dans mes approches. Frantz Fanon, c'était un psychiatre et il a utilisé les outils qui étaient à sa disposition, c'est-à-dire qu'il a introspecté l'être humain et souvent, j'ai l'impression il l'a un peu carnavalisé. Et le noir, quand je lis ce livre, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours blessée parce qu'il a essentialisé le noir. Et je l'ai dit dans un article parce que il y a eu Kiyikat, les éditions Kiyikat du Canada, qui ont republié Peau noire, masque blanc, parce que le livre était libre de droit désormais. Et Monsieur Yerou Mbok m'avait demandé d'écrire la préface. Donc cette préface, elle existe en article et que je peux faire parvenir à ceux qui le demandent. Et j'explique que Fanon a essentialisé le noir et que moi, en tant que sociologue, je ne peux pas laisser dire ça. Ça n'est pas dans l'ADN du noir que se trouve le problème, mais dans la société blanche qui opprime le noir, qui l'empêche de vivre sa vie, qui l'empêche d'accéder à ses savoirs, parce que justement, c'est le peuple premier, c'est lui qui a tout inventé, que les Blancs arrivent en dernier, petits barbares qui s'accaparent de tout et qui disent tout le temps moi je, moi je, moi je, et qui ne se rendent pas compte que la planète, puisque vous parliez de cela, la planète nous appartient à tous et que d'une façon ou d'une autre, eh bien, il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. Mais ça n'est pas l'objectif des Blancs. Quand ils prennent possession d'un lieu, ils le veulent pour eux tout seuls. Ça, c'est une fois qu'on a bien compris ça, on comprend qu'on est obligé de se protéger parce que les bons sentiments, les Blancs qui nous défendent, etc. Ici, non, les Caraïbes, les Blancs ont tout apporté aux Blancs et quand ils sont arrivés pour prendre possession comme colons français de la Martinique, ils ont, après avoir tout pris aux Amérindiens, ils ont décidé que oui, la terre aux Blancs abat les Caraïbes et tous les Blancs en une seconde ont aidé à exterminer les Caraïbes et ils ont pris possession de l'île. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est retourner en Afrique, voilà, la Martinique appartient aux Français. Donc, vous voyez, on est très loin de beaucoup de considérations qu'il faudrait prendre en compte pour comprendre pourquoi le noir est comme il est. Mais moi, je refuserais toujours qu'on trouve dans son ADN le problème qu'il a. Les problèmes qu'il a,
je les ai analysés assez sociologiquement. Et c'est pour ça que je regrette que personne ne traduise mes livres. Ces problèmes-là sont sociologiques et chaque fois que je les explique aux nôtres, ils sont vraiment délestés d'un poids énorme. Parce que on me dit, oui, ce sont les Noirs, mais qu'est-ce qu'on a? Quel problème on a? Je dis non, stop, je ne veux pas entendre ce discours-là. Je vais vous expliquer si vous voulez, si vous avez le temps et si vous voulez déconstruire ce schéma mental. Non, les Noirs n'ont rien à voir, leurs problèmes n'ont rien à voir avec leur ADN. Au contraire, ils ont mis leur ADN en développant ce qu'on appelle l'épigénétique au service des crimes qu'on commettait contre eux pour survivre. Donc, si on doit parler de leur ADN, c'est dans ce sens-là. Pour le reste, c'est une société qui opprime, qui écrase, qui diminue, qui humilie. Donc, dans la perspective de Fanon, OK, on dit que les Noirs sont ci, qu'ils sont ça, qu'ils parlent. Ils sont très ridiculisés. Je n'aime pas cette approche, donc je l'ai déconstruite. Mais le Fanon qui a mûri, parce que Fanon est un petit mulâtre qui arrive en Europe, en France, avec des idées de mulâtre du pays. C'est cela que les gens ne savent pas. Donc je dis que si on ne connaît pas l'origine sociale de Fanon, on ne comprend pas cette vision qu'il a du noir. Parce que moi, dans son truc, il n'y a pas une dénonciation des mulâtres ou des blancs qui sont faits avec la même férocité. Maintenant, il a fait ce qu'il pouvait. C'est un livre qui est traduit dans le monde entier et qui est utilisé pour analyser le noir. Sur cette base-là, je dis qu'on a donné aux Blancs et à tous les autres peuples, puisque les Chinois nous traitent désormais comme ça, on a donné à tous les autres peuples les outils, le bâton pour nous battre. Parce qu'ils sont tous persuadés que dans notre cerveau, nos capacités intellectuelles sont réduites, qu'on est des espèces de moutons et qu'on peut mener. Regardez les Chinois sur le continent, ils mènent les Africains à coups de pied et puis soi-disant, on me dit oui, la Chine collabore avec la... Non, il faut regarder les relations humaines sur le terrain. Donc, Mais, il y a un problème. Sur la question de peau noire, cheveux crépus, j'ai abordé la question à partir de théories sociologiques et psychosociologiques, anthropologiques, ethnologiques. J'ai utilisé toutes les sciences sociales sauf la psychiatrie parce que nous ne sommes pas malades. Je refuse, je renonce à entendre cette histoire-là. Et donc, je dis aux gens, ben, essayez on n'est pas malade. Mais quand vous évoquez ça, Madame Esmeralda, j'aurais tendance aussi, c'est pas quelque chose, une telle approche psychanalytique, ce n'est pas le seul apanage des Noirs, puis même en Occident aussi. Vous savez très bien qu'à l'époque aussi, il y a le pauvre aussi qui était visé là. Les théories médicales qui disaient, oui, ben, écoutez, les pauvres, il est pauvre parce que ça vient. Le problème, c'est à son niveau. On n'a pas vu les théories de l'environnement. non, mais est-ce que De vous savez l'écologique aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous savez que le Fanon d'après a montré que la psychanalyse des Blancs n'était pas adaptée au peuple dit sous-développé? Et l'apport de Fanon à la psychanalyse, c'est d'avoir inventé une psychanalyse adaptée aux Algériens qu'ils soignaient à l'époque. Donc, même si les Blancs, ils travaillent avec leur théorie sur leur peuple, ok, mais le problème, c'est qu'ils ont travaillé sur nos peuples avec leurs théories qui ne sont pas adaptées et qui rendent les nôtres encore plus fous qu'ils ne sont. Donc, moi, je peux écouter un certain nombre de choses, mais j'ai remis en question toutes ces théories-là et je sais que la question de la psychanalyse est trop liée à la culture, à l'appartenance à un groupe, à un peuple, à une culture, à une civilisation, pour qu'on puisse venir la présenter comme étant une science universelle. Non, il faut Non, qu'on non, il éduque. n'est pas universel, il n'est pas universel. Mais là aussi, puisque c'est un échange, nous sommes deux sociologues, Madame Esmeralda. Alors, on va terminer et par là, on dit, je vais relever aussi que en dehors d'Afrique, du peuple noir, il y a le peuple asiatique aussi qui a subi les mêmes affres de la colonisation. Hein, voilà, la Chine a vécu ce genre de choses. Mais la prise de conscience au niveau de ce peuple a été beaucoup plus fulgurante, d'autant plus que, ben, écoutez, aujourd'hui, la Chine est érigée la grande puissance. Le plus grand créancier de la dette américaine, c'est la Chine. Et puis, bon, voilà, donc il n'y a pas de raison. Je reviens aussi sur le point que j'ai avancé tantôt, que désormais, on a vécu
ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, on continue à le vivre, mais tant que les Africains ne se prendront pas en charge et en main, eh ben, j'ai bien peur qu'on continue, n'est-ce pas, à surfer sur le même discours et à ne pas avancer. Voilà. Oui, ben, tant que les élites africaines seront formées pour servir l'Occident, les peuples ne vont pas avancer parce que moi, le genre de raccourci qu'on prend en disant oui, la Chine s'est libérée, l'Inde s'est libérée, je veux qu'on explique aux gens quelles étaient les bases de comment fonctionnaient ces civilisations. Lorsque les Européens ont essayé d'entrer en Chine, ils ont réussi à pénétrer dans des parties très, très réduites et ils ont été chassés. Mais quel était le système qui était en place? Quelle était la place justement des élites, des chefs, etc. L'Afrique n'a jamais été un continent les gens oublient il est immense et il n'a jamais été un continent unifié. La Chine, je suis désolée, c'est un pays. L'Inde, c'est un pays. Donc, quand vous venez faire des comparaisons entre la Chine et l'Inde et l'Afrique, je ne comprends pas parce que je trouve que c'est encore une manière de faire intervenir des arguments de blancs, d'occidentaux, pour expliquer que finalement les Africains sont des feignants et qu'ils ne se Non, on peut libèrent. pas. Non, mais Même, regardez actuellement comment les peuples, ben, les malheureux se font assassiner parce que les élites ne suivent pas, parce que les élites sont faites pour être au service des Blancs. Donc, une fois que les Africains vont se débarrasser et de ces élites et de ces classes dirigeantes et ils se débarrasseront de l'Occident, puisque c'est ça là pour cela que l'Occident les a créés. Donc, moi, j'évite les raccourcis, j'évite les oh non, comparaisons. non, non, c'est des J'évite les éléments comparaisons. qu'on jette au débat, Madame Esmeralda. C'est peut-être pas un raccourci, là, quand même. Ah On bah, voit bien la que. Chine, la Mais Chine, non, c'est un mais non. pays. La Chine, c'est un pays. L'Inde, C'est un l'Afrique, peuple. c'est un continent. Oui. L'Afrique, c'est un continent en plus qu'on a divisé et jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas avant l'invasion des Blancs, on n'était pas encore sur un continent. Il y avait eu des grands royaumes, mais vous voyez qu'ils avaient déjà été soit détruits, soit par exemple l'Égypte antique qui était arrivée par les invasions justement des leucodermes et avait été envahie. Bon, à l'est du continent, etc. Il y a eu des grands, mais voilà, de manière un peu ponctuelle et éparpillée, et on n'était pas dans un continent qui était unifié. Aujourd'hui, c'est cela le projet du panafricanisme. Et c'est pour cela qu'il faut le soutenir et Ah oui, ça c'est clair, qu'il faut plus que jamais. comprendre, et c'est pour ça qu'il faut comprendre à grande échelle pourquoi aujourd'hui les Africains du continent, bon, même si le panafricanisme est né en dehors du continent, mais les Africains ont bien compris que c'est la seule solution pour se sortir de l'occupation de leur continent par toutes les puissances occidentales. Donc moi, j'évite les comparaisons, comme je vous dis, et puis il faut rester dans les proportions d'échelle. À l'échelle d'un continent, on n'a pas des réactions ni des capacités d'unification, de solidarisation comme on l'a sur un pays où un seul chef domine. Quand vous prenez le Xi Jinping, ben, il domine la Chine. Et nous, on en a combien? On a 54, au moins en Afrique, au moins 54 chefs d'État. Chacun fait sa petite carrière, a ses petites corruptions, etc. Et donc, c'est difficile de gérer une situation pareille. Ben, en tant que sociologue, moi, ça me semble très perceptible et évident. Donc, comment on fait l'unité sur la base d'un continent extrêmement convoité, avec des centaines, des milliers de subdivisions, des cinquantaines de chefs d'État, chacun défend sa colonie d'origine, chacun parle une langue différente, les langues locales sont passées à la trappe. Donc, ce que fait le Mali, c'est de vouloir maintenant instituer le bambara comme langue officielle. Donc, on parle aussi de supprimer les instituts français qui sont installés là-bas et qui permettent encore à la culture française d'exercer son ascendance sur les esprits africains. Donc, il y a énormément de choses qui sont pensées. Par exemple, l'exemple du Mali est véritablement un laboratoire. On voit que les gens ont compris qu'il y a la question de la langue, du territoire à défendre, des stratégies mises en place par les anciens colons, de leurs richesses en ressources dont ils sont conscients, et puis tout d'un coup, la question de l'habillement, la question de l'école, la question
la pensée, comment on forme la pensée d'un peuple, eh bien, vous voyez, le Mali, C'est essentiel. C'est jusqu'au essentiel. 20 C'est essentiel. non, mais jusqu'au 25 septembre, le Mali a mis en place les journées de l'unité, voyez? OK. Donc OK. Ben d'accord. Ben merci. Ben merci beaucoup, Madame Juliette Esmeralda. je vous en prie, Nous n'avons pas abordé le cheveu crépus et tout ce qui va avec. on le fera une autre J'espère, fois. pour ma part, que la prochaine fois, nous aurons le temps maintenant d'appliquer. Ça deviendra une application Oui, du construit que vous avez voilà, fait avec brio ici autour du paradigme de la domination. voilà. Alors, nous vous remercions sincèrement et nous remercions également nos téléspectateurs et les internautes qui nous suivent de plus en plus. Et merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas, la Merci. semaine prochaine pour une autre émission de Perspective et Prospective. Le Congo, la Renaissance, et je voudrais bien dire l'Afrique et la Renaissance.